Bonjour Thierry. Bonjour. On ne va rien faire de faux comme souvent à la télé aujourd'hui. Je te vois donc dans le cadre de mon livre-film. Son titre Risque de chance, traduction littérale de l'idéogramme chinois du mot crise. Sa vocation, aider à faire naître celle des autres. Le cœur de son message, rien ne peut empêcher ta contribution au monde, mais quelle est-elle, le sais-tu? Son histoire, ça sera la mienne et les vôtres partagées en résilience. Ses thématiques ouvertes et portées par chaque personnalité très différente. Alors, ma première question, Thierry, dans ton parcours d'homme, de papa, de cuisinier, de chef d'entreprise, d'éducateur, de star télé, de pratiquant des arts martiaux, peux-tu me dire, s'il te plaît, quel est le plus beau risque dans la vie? Le plus beau risque dans la vie, c'est d'avoir un projet. Point. Il n'y a pas d'autre solution. Tant qu'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de vie. Nimier disait un homme qui n'a pas de projet est un ennemi du genre humain, mais je crois que c'est surtout un ennemi pour lui-même. Donc il faut un projet, à la journée, à la semaine, au mois. Mais il faut avoir la tête droite, et pour avoir la tête droite, il faut un projet. Sinon on regarde la terre qui va nous ensevelir. As-tu un exemple, toi, vécu de ce beau risque? Oui, constamment. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'étais ou me sentais en situation d'échec, c'est l'idée même d'un projet qui me propulsait. Un projet à la journée, un projet d'être le meilleur dans le sport que je pratiquais, un projet de devenir le meilleur dans mon métier, etc. etc. Mais c'est le projet qui nous fait avancer sur la ligne droite finalement. Parce que la vie, c'est entre l'ordre et le désordre. Alors un pied dans l'ordre et trop de pieds dans l'ordre finalement nous sclérose assez rapidement. Et les pieds dans le désordre, eh bien, c'est la même chose. On part en spirale, on ne sait pas trop où on va, on est balayé par tous les vents. L'avantage du projet, c'est d'être solide au cap et de rectifier le cap quand il faut le rectifier. Mais ça permet de regarder devant soi. Comment les as-tu vécus et qu'est-ce qui était vraiment important pour toi, voire plus grand que toi? Ce qui était important pour moi, c'est de sortir de mon extraction sociale dans laquelle on cherchait à m'assigner en permanence. Donc je ne voyais pas pourquoi je ne pouvais pas faire telle ou telle chose sous prétexte que j'étais dans un quartier, un mauvais élève, et ci et ça. Et je voyais pas, je n'autorisais pas, je ne donnais pas un droit ou quelconque droit à des gens de me dire non, non, ça c'est pas pour toi. Et j'ai considéré qu'à un moment donné, il fallait prendre sa vie en main et savoir être seul. Et c'est une des grandes complexités de l'être humain aujourd'hui, d'apprendre à être seul. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas solidaire, mais la rectitude de ses choix, elle se fait dans la verticalité. Et il faut apprendre aussi dans la vie à se construire seul. Peut-être cette notion des arts martiaux, de cette pratique, de ces disciplines finalement de vie que sont les arts martiaux qui nous permettent d'être dans cette verticalité. Dans les arts martiaux, on ne se couche pas pour rien, on se couche parce qu'on est touché. Donc ce qui ne nous empêche pas de nous relever si on n'est pas mort. Donc cette verticalité-là, j'ai appris à la construire et ensuite à avancer, ce qui ne m'empêche pas d'être à angle droit, c'est-à-dire solitaire et solidaire, pour essayer de développer mon métier, l'entreprise, un impact social s'il le faut, et je crois qu'il est absolument nécessaire de nos jours. Donc cette rectitude de la verticalité et cette horizontalité qu'il faut pour être solitaire et solidaire me paraît essentielle. Quelle est ta contribution au monde, ta mission, ta vocation, toi? Transmission. Transmission en considérant que la transmission, c'est pas la mise en conformité de quelqu'un. Donc c'est de permettre à quelqu'un de lui donner envie à des gens en vie. Et pour éviter qu'ils se retrouvent sans projet. Qu'est-ce que tu reconnais en toi-même, par toi-même, qui te donne le goût de vivre? Je reconnais parmi le goût de vivre, c'est que j'aime la vie. J'aime voir le jour se lever et j'aime voir le jour se coucher. Donc entre ce temps du lever du soleil et du coucher du soleil, je ne veux pas avoir des dérives qui ne me permettent pas de m'accomplir. La vie est une traînée de poudre, on le sait, et je pense qu'il ne faut pas gâcher cette vie avec des choses négatives ou de ne rien faire. Je pense que le mouvement, la solution est dans le mouvement. Ce que disait déjà Léonard de Vinci d'ailleurs. Face au difficile,
N'est-ce pas souvent en s'ouvrant à toute autre chose que les solutions naissent? Complètement, c'est quand il y a un doute, une crainte, une peur. Donc les solutions naissent évidemment de se heurter à des difficultés. Sans difficulté, il n'y a pas de progression. Sans difficulté, il n'y a pas de progression, donc il faut se heurter. Moi j'ai un modèle qui est simple, j'ai beaucoup écrit là-dessus, c'est la libellule. La libellule est je dirais que c'est partie du biomimétisme qui m'inspire. C'est ces animaux qui sortent d'une beaucoup de difficultés pour devenir un papillon merveilleux. Et finalement, quand elles ont une difficulté, elles se stabilisent, elles vont à droite, elles vont à gauche, elles montent, elles descendent, elles changent d'axe cognitif, mais elles ne reculent pas. Et c'est assez magique pour un manager, pour un chef d'entreprise ou pour quelqu'un qui veut avancer dans la vie, ne jamais reculer. On peut faire un pas de côté, on peut monter, descendre, mais à un moment donné, il faut avancer. Et la libellule, c'est un modèle parce que quand elle recule, c'est pour se reproduire et mourir. Donc à un moment donné, il faut, si on veut, dans cette dynamique du vivant, il faut aller de l'avant. Progresser, peu importe qu'on soit à un moment donné en stationnaire, il faut rester observateur. Moi, ce que j'ai appris au Japon, on disait souvent, quand j'étais dans un dojo japonais, on disait observe et tais-toi, apprends et comprends, ensuite tu pourras innover. Et je pense que ça, c'est des leçons qui m'accompagneront toute ma vie. Donc la difficulté fait partie de la vie, sinon ce serait assez linéaire et sans réel intérêt. Donc aujourd'hui, la difficulté, il faut la prendre comme une opportunité. On parle toujours de ces idéogrammes chinois, dont on ne sait pas vraiment les traduire, parce qu'entre la culture chinoise ou la culture de l'Asie et nous occidentaux et notre tendance judéo-chrétienne, c'est autre chose. C'est vrai que de la difficulté naît l'opportunité. De la difficulté naît les signaux faibles si vous êtes en capacité d'analyser vos échecs. Et donc à un moment donné, il faut dire, je me pose, je me stabilise comme la libellule, j'observe ce que je pense qui n'a pas marché, et je le note. Je l'ai noté, puis je m'aperçois que finalement, c'est des opportunités. J'ai déclenché des signaux faibles qui peuvent être des signaux faibles pour aller chercher d'autres business ou pour aller chercher d'autres actions à mener. Une espèce de fractale permanente dans la vie où il faut choisir des portes. Et puis accepter que la vie, ce soit par moments aussi l'école du deuil. On l'a oublié avec ces phénomènes de crise sanitaire, mais les esclaves disaient aux généraux romains quand ils rentraient dans Rome, memento mori, souviens-toi que tu es mortel. Alors tant que tu es vivant, même si c'est difficile, t'avances. Et moi je tiens ça de mon grand-père qui avait connu, qui était devenu français avec la guerre de 14, et qui disait toujours, oh non mais c'est pas grave, t'es pas mort. Et si t'es pas mort, t'avances. Et il considérait que le fait, la mort, était un arrêt sur cette terre, en tout cas, enfin, on pense ce qu'on veut, mais que c'était un arrêt définitif. Donc tant qu'on n'était pas mort, on devait trouver des opportunités et avancer. Et ça a été j'ai été biberonné avec ça, et je pense que ça ne m'a jamais quitté. Et il y a ce qui vous impose de penser que vous ne devez pas en permanence dans votre vie chercher des boucs émissaires. C'est de la faute de l'État, c'est de la faute de mon patron, c'est de la faute... Mon père me disait toujours, quand j'étais jeune apprenti, je disais, mon patron est con. Je me disais, mais pourquoi tu travailles avec un con alors? Si tu le penses vraiment, quitte-le. Ah, tu le penses pas vraiment, tu penses qu'il peut encore t'apporter quelque chose, alors on respecte ça. Mais vous voyez, c'est d'apprendre dans la vie, pour se construire en tant qu'homme, au sens large du thème, j'englobe hommes et femmes, eh bien, c'est d'apprendre à se construire dans cette verticalité, assumer la rectitude de ses choix, et de ne pas chercher en permanence des boucs émissaires qui vous dédouaneraient de votre non-engagement. Et c'est ce que je considère important aujourd'hui dans la transmission, le reste est détail. Tu parlais de ton grand-père. Est-ce un risque de chance d'être justement le petit-fils et fils d'une famille réfugiée juive polonaise communiste? Non, ça a été ni un avantage ni un inconvénient. C'est-à-dire que mon grand-père était très fier d'être français.
Il aimait la République française, il a été militant communiste, puis ensuite il a quitté le Parti communiste parce qu'il a découvert ce qu'était vraiment le Parti communiste, mais il était resté très lié à ses camarades de combat qu'il avait connus pendant la guerre, et qui était un parti communiste engagé, militant, proche du peuple, mais en même temps extrêmement respectueux. Et donc j'étais en train de faire, alors ça n'a jamais été un problème. Il m'a galvanisé, il m'a appris à en découdre avec la vie, et surtout de ne pas me laisser assigner à mon extraction sociale. Donc c'est plus fort que tout, c'est-à-dire que, et encore une fois, d'assumer mes choix, mes erreurs, et de dire, bon, tu ne t'en prends qu'à toi-même. Donc non, ça n'a jamais été ni un frein, ça a été plutôt un avantage. Et au sujet de cette extraction sociale, est-ce un risque de chance d'être justement un jeune caïd et de déconner en bord de Marne avec la rage de ne pas être intégré? Alors ça, c'est une partie de ma vie compliquée, complexe et ambiguë, parce que je n'avais pas envie de délinquance forcément, mais je n'arrivais pas à m'intégrer au système scolaire, où il fallait apprendre pour faire. Et moi, j'étais plutôt doué dans faire pour apprendre. Et c'est pour ça que dans le cadre éducationnel du judo, mon rôle de caïd ne servait absolument à rien, parce qu'il fallait en découdre avec des gens qui étaient bien plus forts que moi. Et là, je me suis dit, il faut que j'apprenne ces techniques. Et je suis revenu à observe et tais-toi, apprends et comprends, ensuite tu pourras innover. Et effectivement, le cadre éducationnel du sport m'a remis dans un cadre éducationnel qui m'a permis de reconstruire ma vie et de redonner un cap à ma vie. D'abord, j'ai pris simplement confiance en moi. Donc la confiance liée à ces sports dits de combat, et après on pourrait débattre de ce qu'est des sports de combat, m'ont fait prendre conscience que oui, je ne serais pas intégré dans un sport-études parce que ma scolarité n'était pas bonne, mais que les compagnons des devoirs, ça allait être une rencontre fusionnelle du fait que ce soit dans le faire pour apprendre. Et donc là, je me mets sur la ligne de l'apprentissage, qui est de comprendre ce que j'apprends. Pas comment j'apprends, mais pourquoi j'apprends. Si je n'apprends pas à diviser les recettes, je monte 10 fois trop de sacs de farine. Et c'est très lourd. Donc j'ai intérêt à apprendre. Le cadre éducationnel du sport m'a appris à apprendre, à faire pour apprendre, et ce qui m'a mis en confiance pour aller vers l'apprentissage, et que cette rencontre fusionnelle avec les compagnons des devoirs, qui était sur le même principe, faire pour apprendre, ce qui me permettait de comprendre pourquoi on voulait m'enseigner la division, pourquoi on voulait m'enseigner un français écrit et parlé correctement, etc., etc., ce qui me permettait de trouver l'épanouissement social lié à la culture générale. Et finalement, tout a repris son sens dans le pourquoi et jamais dans le comment. Comment faire, comment aller à l'école. La plupart des gamins savent comment aller à l'école. Pourquoi ils n'y vont pas et pourquoi on ne leur dit pas que l'école c'est important. Moi, ma grand-mère, elle avait un mot simple. Je ne voulais pas aller à l'école quand j'étais à l'école primaire. Et elle me disait, tu sais, si tu ne sais pas lire, écrire et compter, on va te voler. Parce que les riches ont le savoir, donc ils ont le pouvoir. Et du coup, je suis allé dans l'école française pour rançonner quelque chose à l'État français, finalement, qui allait me permettre de m'intégrer et de devenir un homme épanoui. Et les compagnons des devoirs unis m'ont permis ce cheminement-là. Et je me sers encore de cet apprentissage qui est basé sur quelque chose de simple. Le faire pour apprendre, c'est mimétisme, mémoire, maîtrise. Mimétisme, je regarde un geste, je le copie, je le rentre dans ma mémoire et j'en ai la maîtrise. Et ça fait de moi un homme libre. C'est assez simple comme principe. Est-ce un risque de chance de s'engager plus tard comme para coiffé d'un casque bleu pour la paix au Liban? C'est toujours des engagements comme ça, évidemment, ils sont un peu idéalisés 40 ans après. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. De faire ce service national, c'était pas suffisamment rémunéré. J'avais envie d'aventure, j'avais envie de lointain, et j'étais resté sur le même schéma de l'époque.
ce qu'on nous racontait, si tu veux voir du pays, engage-toi. C'était la rengaine de l'époque où beaucoup de gens étaient antimilitaristes quand même. Et moi, j'avais le souvenir de mon grand-père avec la guerre de 14, de mon oncle qui avait connu la RC4 et l'Indochine, et ensuite Suez et l'Algérie, mon père l'Algérie. Donc je ne voyais pas comment un homme de la famille n'aurait pas une histoire, ne serait-ce que brève, avec l'armée. Donc quand j'arrive pour l'armée, on me dit, vous faites quoi? Pâtissier, ça m'intéresse pas. Oui, mais je suis judoka. Ah, ben alors ça peut m'intéresser. Troupe de marine, je me sens bien dans ce régiment. C'était un régiment de la phare à l'époque. Et du coup, un engagement au Liban. Mais tout ça n'était pas programmé. Donc c'est ce qu'est la magie de ce genre d'aventure d'ailleurs. Et voilà, pas plus. Est-ce un risque de chance de cheminer de vigile, manutentionnaire, commis chez Robuchon, jusqu'aux 4 étoiles du Cheval Blanc face aux arènes de Nîmes, au titre de cuisinier de l'année en 2006, du top des chefs télévisés, avec et sans Julie, jusqu'au sommet de la Tour Eiffel avec Jules Verne? Oui. Oui, le risque, non. Le risque d'avoir été manute, convoyeur de fonds, ici et ça, d'abord ça a été un risque alimentaire. Je sortais de l'armée, un parcours un peu rugueux dans les armées, bon, on me propose ça, j'accepte, c'est plutôt bien rémunéré. Et là, je vais sentir le besoin de reprendre des études. Donc je vais financer ces études avec, avec l'argent, ces salaires qui étaient plutôt des salaires intéressants. Et je vais m'inscrire au brevet des collèges et ensuite au baccalauréat au lycée Hélène Boucher, là à côté. Et j'ai financé comme ça pendant un an, grâce à ces boulots un peu musclés là. Et voilà, c'était une opportunité. Encore une fois, le danger, le risque aurait été de me laisser enfermer dans cet appât du gain rapide et sans en voir quelque chose de durable. Les formules cash ne fonctionnent pas. Elles fonctionnent une fois parce que vous avez l'opportunité de ça, mais après, ça ne dure pas. Il faut toujours, encore une fois, repartir sur l'axe du projet. Donc, le projet était d'alimenter, je dirais, un compte de formation à la culture générale qui m'était absolument nécessaire. Ce que j'avais rejeté à 14 ans, à 25 ans, je m'apercevais qu'il n'y aurait pas d'évolution si pas d'anglais, si pas de mathématiques, si pas de philosophie et si pas de français. Est-ce un risque de chance de mieux manger et de s'engager pour une transition alimentaire pour tous, comme l'affirme Carrefour aujourd'hui par exemple, avec sécurité, responsabilité sociale et soins environnementaux? Alors, ce n'est pas un risque de chance, c'est une chance. C'est-à-dire que mieux manger c'est simple, c'est se restaurer. Donc, quand on restaure une maison, c'est pour qu'elle soit plus solide, plus belle, etc. Quand on mange, c'est pour se restaurer et qu'on soit en bonne santé. Donc moi, je considère que l'alimentation, ça part de l'Antiquité grecque. On disait plaisir, bien-être, santé. Donc, si vous enlevez un de ces trépieds, ça ne fonctionne pas. Donc moi, ce qui m'intéresse dans l'alimentation, est de m'engager, de façon cosmétique, de façon sérieuse, d'investir avec le monde paysan, même si au départ, les retours ne sont pas forcément ce qu'ils devaient être, c'est de montrer que le circuit court, ça a du sens, que de travailler sur les sols vivants pour avoir des ingrédients de qualité, pour nourrir des animaux de façon qualitative, pour qu'elles nous nourrissent à leur tour de façon qualitative, c'est redonner du sens à l'alimentation. Plus consommer bêtement du low cost, mais se dire le prix n'est pas la valeur est ailleurs, ce qui ne veut pas dire qu'il faut tout surpayer. Mais je crois qu'il faut redonner du sens à notre consommation pour pas qu'on se consume. La fin du XXe siècle, ce que nous amène le Covid d'ailleurs, c'est qu'on s'est consumé. Gilles Boeuf dit quelque chose de très juste, le biologiste Gilles Boeuf, il dit on est prétentieux, arrogant et cupide. Et c'est complètement vrai, c'est-à-dire qu'on est arrogant et imprévoyant, il a raison de faire sa tribune là-dessus, au début du Covid, parce qu'on est arrogant et imprévoyant, et ensuite on est cupide, on veut faire de l'argent, de la croissance, plus de consommation, or qu'aujourd'hui il faut défendre d'autres types de croissance, et des croissances notamment en conscience. Et quand je parle d'alimentation, je parle de ce qu'est un bon produit, qu'on ne me fasse pas le coup que le bon produit est uniquement bio, qui serait réservé à une élite qui peut le consommer. Je pense qu'il ne faut plus s'adresser aux consommateurs, mais s'adresser aux mangeurs. Et que la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a une date historique pour le faire.
Est-ce un risque de chance de créer des émotions culinaires en trafiquant les molécules, comme tu le fais au Centre français d'innovation culinaire, pour nourrir l'intelligence émotionnelle du monde? C'est pas un risque, parce que le risque aurait été de ne pas le faire. En fait, moi, je me suis appuyé sur ce que disaient mes aînés. Auguste Escoffier dit une phrase très simple, le premier guide culinaire qu'il écrit. Il dit « La cuisine, sans cesser d'être un art, devra soumettre ses formules trop souvent empiriques à la science. » Ça, c'est 1903. Donc, dans les années 2000, quand je m'intéresse à la gastronomie moléculaire, je découvre quoi? D'abord que ça ne pouvait pas être une tendance de cuisine, parce que rien que le mot nous fait fuir tout le monde. Mais par contre, c'était une boîte à outils de compréhension et de connaissances absolument incroyable. Et quand on crée le Centre français d'innovation culinaire avec Raphaël Aumont, on se dit, on n'est rien. Raphaël me dit, moi je suis physico-chimiste, tu es un artisan, pâtissier, cuisinier, boulanger, peu importe. Et il faut créer un collectif. On crée un cerveau collectif de réflexion. Et le projet, c'est quelle gastronomie pour 2050. Et tous autour d'une table, on se dit, beaucoup de chercheurs nous disent, mais gastronomie pour 2050, on s'en fout un peu, parce que la problématique, ça va être le stress hydrique. On va manquer d'eau, comment on se réinvente, comment on recycle, comment on consomme moins, comment on consomme mieux, etc. Donc ce Centre français d'innovation culinaire est devenu, d'abord dans les 3 ou 4 premières années, assez franc-tireur et assez critiqué, même durement critiqué. Et puis aujourd'hui, on nous dit, mais vous n'avez pas une solution pour ça, vous n'avez pas une solution pour ça, vous n'avez pas une solution pour ça. Donc c'est une chance et une opportunité d'avoir ce centre français, parce que ça nous permet de réfléchir sur l'alimentation en général et de considérer que la gastronomie n'est pas uniquement une planète réservée aux chefs étoilés, mais qu'elle est beaucoup plus large que ça, comme mon boulanger, mon agriculteur, mon poissonnier, mon pêcheur. Tout ça a une incidence forte sur l'écosystème et sur l'impact social et l'impact environnemental. Donc ce CEFI qui nous fait découvrir ça, ce qui nous permet de travailler avec des gens comme Thomas Pesquet sur l'alimentation de demain, et les molécules, et de s'apercevoir que les molécules, quand on les maîtrise un petit peu, on arrive à en comprendre le sens, et de les marier, et de faire des mariages de nouvelles saveurs. Donc au CEFI, on dit toujours saveur et savoir et saveur. Et c'est ce qui nous interpelle. Aujourd'hui, on n'est pas là pour démontrer ou de trouver des coupables, on est là pour montrer qu'il y a des solutions, qu'on peut continuer avec une gastronomie durable. C'est ça la mission du CEFIC. Et la science nous y aide par moments, pas tout le temps, mais la nature nous y aide beaucoup plus par le biomimétisme. Quand on observe l'enveloppe d'une tomate, on se dit tiens, quel joli contenant. Et c'est pas du plastique. Ça, la nature c'est déjà le faire. Alors nous, si on peut copier cette nature pour faire un produit, un contenant dégradable comme la peau d'une tomate, ce serait quand même extrêmement intéressant. Est-ce un risque de chance d'offrir le mode d'emploi de la cuisine pour offrir un emploi dans la rue, en prison, ou comme dans ton collège et ton école? Alors c'est un risque de chance, bien sûr, parce que ça permet à des personnes qui se croient privées de projet de retrouver un projet professionnel, un projet d'épanouissement. Et la mission de ces écoles, elle est humble. Souvent on me dit c'est formidable, 92% de retour à l'emploi, 7% de création d'entreprises, des gens qui pensaient qu'ils étaient voués à l'échec, ou ce qu'ils considéraient être l'échec. Et je dis, la mission de ces écoles, elle est simple, c'est de faire les meilleurs voisins possibles. Le vivre ensemble passera par l'épanouissement de chacun. Que chacun respecte le projet de l'autre. Si le projet de votre voisin est d'avoir une jolie maison avec un labrador, c'est son droit. Si vous voulez devenir un grand patron du 440, c'est votre droit. Mais personne ne doit nuire à cela. Et je pense, plus vous allez faire, plus on va travailler sur la formation, plus on va travailler sur faire le meilleur voisin possible, plus on aura des chances de vivre à 9,7 milliards d'individus sur cette planète. Est-ce un risque de chance de faire immortaliser tes œuvres culinaires par le talent des images de Mathilde, grande photographe? Non, c'était une rencontre d'abord parce que la magie d'un photographe, c'est qu'il sait contextualiser des choses, il sait les figer dans le temps. Or que nous, cuisiniers, on ne le fait pas. Il faut que le client revienne nous voir. Et la cuisine, c'est donner de la mémoire et de l'éphémère.
Donc la photo nous permet de bloquer cet instant, ou l'instant d'un produit, et puis surtout de parler du vivant. Le travail de Mathilde Lécotet est basé sur le vivant et les mondes vivants qui sont à l'intérieur des ingrédients. Et tout ça, de créer et de conceptualiser tous ces univers qui sont extrêmement inspirants d'ailleurs. Est-ce un risque de chance d'être privé de l'autre et de repenser en lucidité le basculement du monde d'avant face au coronavirus? C'est-à-dire que c'est les vieux fantasmes de que avant c'était mieux. Moi je ne suis pas pour critiquer le passé, je suis pour pas de conflit entre la tradition et l'innovation. Donc je crois que le monde évolue, il faut faire en sorte que les gens soient conscients d'une évolution en conscience et pas une évolution en opposition. Et je crois que le monde d'aujourd'hui est bien plus enrichissant que ce qu'il n'a été, mais encore faut-il respecter un nombre de règles, et notamment de règles environnementales. Et c'est ce qui m'anime aujourd'hui, c'est de dire qu'il n'y a pas de conflit sérieux entre tradition et innovation, mais respecter cette planète parce qu'elle n'a pas besoin de nous. Thierry, qui es-tu comme magicien et que fais-tu en tant que magicien dans ce monde? Non, je ne suis pas magicien, je sais entrevoir les fantômes des fois, mais je ne suis pas magicien du tout, je crois à des choses très, très pratico-pratiques, donc il n'y a pas de magie là-dedans, il n'y a pas de... Je ne suis pas le Houdini de quoi que ce soit, et j'essaie de croire à un certain nombre de valeurs qui me permettent de rester un petit peu droit sur cette route, comme je l'évoque souvent et comme je l'ai déjà dit, entre l'ordre et le désordre. Et de maintenir la tête droite et de ne pas tomber dans les névroses, eh bien, ça c'est quelque chose, mais il n'y a pas de magie là-dedans. C'est de savoir qui on est, où on va et quel est son projet. Et donc il n'y a aucune magie. Et finalement, on finit par penser que vous avez quelques dons surnaturels, alors qu'il est juste assez clair de se connaître soi-même. C'est vrai que les pratiques des arts martiaux nous remettent à mettre du temps entre nos émotions et nos actions. Et ça c'est très intéressant parce que ça permet de ne pas confondre les choses. Et de ne pas confondre les choses, c'est important parce qu'on confond souvent le malheur et les petits ennuis du quotidien. Et c'est pas la même chose. Les malheurs, on en connaît, la maladie, la disparition, le départ de quelqu'un, un tas de choses, la misère sociale, la misère matérielle, tout ça, ça peut être des grands malheurs, mais ça n'a rien à voir avec les petits tracas du quotidien. Donc quand vous avez cette volonté de regarder devant vous et d'entrevoir un petit peu plus que vos petits problèmes personnels, vous passez pour un magicien, alors vous n'en êtes pas un, vous regardez simplement les choses en face, et quand elles ne vous conviennent pas, simplement vous vous détournez et vous continuez votre chemin. Et ça c'est important de garder à l'esprit. On confond souvent malheur et tracas du quotidien. Que voudrais-tu voir se réaliser dans le monde au travers de toi et au-delà de toi? Une croissance en conscience. Une croissance, je ne crois pas à la décroissance, je ne crois pas à la croissance zéro, elle n'a jamais existé, elle n'existera probablement jamais. Même au temps des cueilleurs, chasseurs, les gens vivaient pour un petit écosystème et il y en a toujours un qui essayait de devenir un peu le chef de tout. Donc je ne crois pas à ça, mais je pense que de prendre conscience d'une croissance à impact social et impact environnemental nous mettrait en bonne voie pour vivre cette planète. Partages-tu la vision de Jean Vanier, le fondateur de l'Arche, qui fait vivre des personnes valides avec des personnes atteintes de handicap, et que j'ai eu la grâce d'interviewer avant son envol? Partages-tu la vision d'un de ses livres qu'il a intitulé « Chaque personne est une histoire sacrée » ? Oui, complètement. Vanier, on pourrait avoir les propos de Gandhi, des gens qui considèrent que l'autre a son importance dans l'écosystème, si grand ou si petit qu'il soit, ou avec une différence ou de la diversité. Une société, un écosystème n'est riche que de diversité.
C'est-à-dire que le côté monolithe d'une race unique, on sait très très bien que tout ça est passé à la trappe en moins de 10 ans. Donc, d'ailleurs, si les grandes guerres se sont perdues, et notamment je pense à l'Allemagne, quand elle perd la guerre, c'est de s'être privée des talents, bien souvent des juifs ashkénazes. On va penser à Fleming, on va penser à ces gens qui ont trouvé des choses extraordinaires et qu'on a chassés parce qu'ils étaient juifs. C'est une erreur, donc on s'aperçoit que la société sans diversité est inodore, incolore, sans intérêt, sans culture, sans richesse, sans dynamisme. Ce qui est intéressant, c'est que quand une république pose un cadre sur cette diversité, un cadre où tout le monde se sent bien et tout le monde se sent en équité. C'est-à-dire que l'égalité, on sait la référencer par une loi, mais l'équité, c'est de faire en sorte que les gens fraternellement disent « Ah non, mais lui, il a un peu plus de difficultés que les autres, alors on va l'aider, c'est normal. » Donc il n'arrive pas à avoir la ligne d'horizon, donc on va le rehausser pour qu'il suive la... Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé l'homélie de Jean-François Petitclerc, que j'aime beaucoup parce qu'il intervenait sur la dalle d'Argenteuil. C'est un monsieur formidable et je trouvais ça, il parle souvent de l'équité et comment on permet à des personnes qui, des fois très éloignées de l'emploi, très éloignées de la consommation dite normale, et comment on les met sur le chemin de l'épanouissement. Ça s'appelle l'équité, ça n'a rien à voir avec l'égalité. L'égalité peut être très injuste, d'ailleurs peut-être que la France a inventé l'égalité injuste, parce qu'on dit ah non mais ça c'est pas juste, c'est l'égalité, alors l'égalité des chances. Tout le monde sait qu'on est différents et inégaux face à la vie, donc l'égalité des chances elle se pose où? Pas. En fonction de votre extraction sociale, vous ne ferez pas telle ou telle école. Moi, je récupère aujourd'hui des apprentis de 15 ans. Pourquoi on te demande ça? Je veux faire une école de commerce. Une école de commerce, pourquoi faire? Ah, je veux faire une école de commerce. Mais pourquoi on te demande de faire un apprentissage de vendeuse alors? Voilà, on considère que comme c'est la femme, un enfant d'une femme de ménage, que c'est pas grave et que de toute façon elle n'y arrivera pas. Voilà, on a déjà préétabli qu'elle n'y arriverait pas. Vous voyez, c'est ce cheminement-là qui est dans l'égalité. On se dit, ah ben, elle va ralentir le système scolaire, donc c'est pas bien. Donc on la sort, on va la confier aux entreprises. Donc vous voyez, la France confond souvent égalité et équité. On a un problème avec ces deux mots, entre l'égalité et l'équité. Qu'est-ce que tu vis dans ta vie que tu souhaiterais voir continuer? La transmission. Le plus beau chantier de ma vie, c'est celui de cuisine mode d'emploi et de passeport pour l'emploi. Parce que ça, c'est des chantiers durables qui me succéderont. On va dire. Mais les gens qui ont mis ça en place avec moi aujourd'hui sont capables d'accompagner ça sans moi. Et on a eu des modèles. Hein. On a eu l'abbé Pierre, on a eu Coluche et d'autres. Hein, et beaucoup d'autres, je vais en oublier, mais si je cherchais son nom, Monsieur Lauprêtre, moi qui m'a beaucoup inspiré, hein, qui gérait le Secours populaire. Donc voilà, leurs engagements, ce qu'ils ont mis en place, les structures qu'ils ont mis en place, se poursuivent et s'améliorent, et se diversifient là aussi sur le logement, pas uniquement la réponse alimentaire, mais la réponse éducative, la réponse au logement, etc., etc. As-tu un défaut dont tu souffres? Un défaut dont je souffre, oui, probablement, mais un seul, ça me paraît pas juste. Plusieurs défauts, je suis un peu jusqu'au boutiste. Ça peut être un défaut parce que ça peut ressembler à un individu borné. Voilà, je lâche pas facilement le combat. Et oui, ça peut me faire passer pour quelqu'un d'un peu butor comme ça. Et puis l'état de veille permanent. C'est-à-dire qu'on peut s'ennuyer très très vite avec moi parce que je ne suis pas un homme de fête, je ne suis pas un homme de sortie, je ne suis pas un homme de dîner, je suis pas, donc effectivement on peut vite, je ne suis pas un homme de surconsommation de quoi que ce soit, donc on peut très rapidement être le type emmerdant, quoi. C'est quoi l'intention positive qui se cache derrière ce jusque-boutiste et cet état de veille permanent? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? C'est de dire on n'est pas... de constater qu'il n'y a pas de gens faits pour l'échec. Ça n'existe pas.
un quartier, une personne, une extraction sociale, on a l'impression qu'on la prédétermine à l'échec. C'est faux. C'est les systèmes qui sont à modifier. Parce que personne n'est né pour se dire tiens, c'est formidable, demain je vais être dans l'échec, tiens, c'est formidable, je vais retourner en prison, tiens, c'est formidable. J'ai jamais connu quelqu'un comme ça qui était heureux de son assignation. Pareil dans l'autre côté, parce que là on parle d'un côté très de problématiques sociales, mais j'ai des gens qui allaient très très bien et que je ne voulais pas prendre dans mes écoles. Alors on me disait, je leur dis mais non, mais tout va bien pour vous, vous venez d'une bonne famille, vous avez fait de bonnes études, et c'est ça. Je trouvais que cette personne avait fait un burn-out, et elle me dit, mais alors parce que moi je viens d'une extraction sociale plus aisée, je n'ai pas le droit d'avoir votre reconnaissance. Or vous dites que c'est pour tout le monde, rigueur, engagement, régularité, etc. etc. Donc moi j'ai pas le droit à ça. Donc je me suis dit, ben non, on accueille tout le monde. Et c'était ça l'idée aussi, puis de se dire, eh bien, on va faire des petits groupes de travail de 8 personnes, et on ne saura pas qui vient, s'il y a des bacs plus 6, bacs plus 10, ou des bacs moins, peu importe. Et l'hybridation, moi je crois à la permaculture, j'aime beaucoup la permaculture en termes de jardinage, et je crois que la société est une permaculture humaine. Si vous déréglez, on le voit d'ailleurs sur le monde agricole, quand on met beaucoup d'intrants chimiques, ben finalement on a des monocultures, plus très intéressantes d'ailleurs, et qui sont des produits assez morts, qui ne devraient même pas nourrir du vivant. Donc la permaculture humaine est quelque chose, est une science aussi à travailler énormément. Tu as cité l'abbé Pierre Coluche aux prêtres, etc. Est-ce que tu as des mentors et quel message te portent-ils? Des mentors, j'en ai eu beaucoup, des gens qui m'ont aidé, des gens qui m'ont conseillé. Ça passe par les professeurs de judo, ça passe par pour les enseignants au Japon, ça passe par des grands hommes lesquels j'ai pu croiser leur route à un moment donné, qui m'ont donné ou un conseil ou lâché une phrase dans laquelle j'ai mis dans ma valise et j'ai continué à voyager avec. Énormément, j'ai croisé des personnages extraordinaires. Je me souviens d'un plateau sur KTO avec le commandant Élie Denoy de Saint-Marc. Je me souviens d'avoir travaillé pendant 2 années avec José Gutmann qui m'apprenait à ne pas mettre de pression excessive sur les collaborateurs ou dans une entreprise grâce à un programme managérial extrêmement intéressant. J'ai rencontré des gens, des gens formidables qui m'ont apporté des compétences, des connaissances, qui m'ont ouvert l'esprit. Ça peut aussi être un ami libraire comme Denis Mola, qui me dit tiens, j'ai ça en magasin, je te le donne, tiens, lis ça, et qui vous ouvre à la curiosité des grands auteurs ou des grands philosophes. C'était croiser la route de temps en temps de Michel Onfray, qui vous dit que j'avais lu Dans le ventre des philosophes en 1995 ou 1996, et puis de le suivre dans ces universités qu'il faisait à Argentan. Voilà, c'est des grands personnages qui vous inspirent, qui ne vous laissent pas indifférents. Certains nous quittent trop tôt. Moi, j'aurais aimé rencontrer Pierre Bourdieu. J'ai beaucoup lu Pierre Bourdieu. Ça me passionne, ça m'a passionné. Voilà, récemment, je rencontrais Jean Viard. Je trouve ça passionnant. Voilà, donc Claude Fischler, avec qui je travaille un petit peu en ce moment. Alors, c'est pas des mentors. Des gens qui... Et puis, je garde toujours à l'esprit que le mentor a toujours un risque, c'est de devenir un gourou. Et je me souviens de cette phrase de Miyamoto Musashi au XVIIe siècle, c'était un grand sabreur japonais, il disait « Si tu croises un gourou, tue-le ». Et donc, on quitte un gourou ou un mentor assez tôt pour aussi vivre et s'émanciper de sa parole seule et unique, je veux dire, qui serait la parole du mainstream. Donc... je pense qu'il faut savoir en sortir. Donc oui, je pourrais en citer des dizaines, des gens qui ont été des gens inspirants, y compris dans ma propre famille d'ailleurs. Ta vie est-elle un stage d'amour comme la mienne ici-bas? Je me parle, le mot amour, c'est galvaudé, je crois à la camaraderie, je crois à l'amitié. L'amour, on l'a tellement tartiné, on l'a un peu édulcoré, on emploie des paroles d'amour, des fois juste pour trouver un cheminement et ce qui nous dédouane de dire exactement ce qu'on pense. Voilà, alors moi je ne suis pas la bonne personne pour parler d'amour.
Je crois à la camaraderie, je crois à l'amitié, je crois à la fraternité. Mais l'amour, je le crains probablement parce que je pense qu'on peut tomber en addiction avec l'amour. Et je me méfie beaucoup des addictions. Pour avoir vu beaucoup de gens souffrir d'addiction, je m'en méfie beaucoup. Donc j'ai toujours assez méfiant à ce que le genre humain appelle l'amour. Voilà, c'est un peu ma façon de voir. Faut-il tout oser demander dans la vie? Non, il faut avoir un peu de retenue des fois. Et on peut demander conseil, ce qui ne vous impose pas de tendre la main. On peut demander un avis, mais il y a des choses, il faut un peu de retenue des fois dans sa demande. Alors on confond pas tout demander et l'audace. C'est un petit peu ça. On dira oui, si tu ne demandes pas quelque chose, c'est que tu n'as pas l'audace de le faire. Non, je pense que l'audace est une posture intéressante qui prouve que vous avez mis en place un nombre de choses pour aller demander un conseil ou une orientation. Vous en ferez ce que vous voudrez. Mais il y a des choses, vous n'avez pas à le demander, quémander, c'est quelque chose. J'ai beaucoup de mal avec ça. D'ailleurs, peut-être parce que je viens d'une famille où on ne devait pas réclamer. Et c'est pour ça que je ne réclame pas grand-chose. D'ailleurs, je ne suis pas intéressé par la politique, justement, pour ne pas avoir à aller réclamer des voix. Souvent, dans le monde politique, on est élu parce qu'on ne serait pas choisi. C'est difficile d'aller demander des voix, essayer de vendre du rêve, du bonheur, et puis en sachant qu'une fois aux opérations, vous allez avoir beaucoup de mal à mettre tout ça en place. Et c'est là où c'est difficile. Donc on ne peut pas tout demander aux gens, on ne peut pas leur demander de s'abaisser, on ne peut pas leur demander de se réduire, on ne peut pas leur demander de s'humilier. C'est hélas trop souvent le cas dans ce monde où les gens finissent par accepter l'inacceptable. Donc et encore plus si j'ai une position sociale qui me permettrait de tout demander, alors je me dois à cette humilité de ne pas tout demander, justement. Pourquoi as-tu accepté ma demande de témoignage? Pourquoi? Parce qu'on a des amis communs, et ces amis communs font qu'il y avait beaucoup de bienveillance dans la demande, donc il n'y a pas de raison de se priver d'une conversation. Vous savez, il y a sans autre chose que j'ai l'impression de faire pour rien, et en même temps elles m'enrichissent beaucoup. Alors il y a des choses qui vous enrichissent de façon assez éphémère en numéraire, et puis des façons qui vous enrichissent intellectuellement. Donc c'est plus durable. Donc la monétisation des choses est des fois pas durable. Donc c'est quoi le plus beau risque, Thierry, dans la vie, en un mot, s'il te plaît? Le plus beau risque dans la vie, c'est l'audace. L'audace de durer. Le mien aura été de partager ce moment avec toi aujourd'hui. Merci du fond du cœur. Plaisir.